Si je devais raconter une anecdote, la première qui me viendrait comme ça serait en lien avec mon beau-frère et ma belle-sœur, puisqu'il y a quelques années, ils ont décidé de partir un an à l'étranger pour vivre une expérience humaine et enrichissante pour eux. Et du coup, c'est deux personnes que j'apprécie vraiment beaucoup. Et donc mon beau-frère principalement parce que voilà, on se retrouve un peu sur des choses comme les jeux vidéo par exemple, donc ça nous permet d'échanger et de passer des bons moments ensemble, et donc je l'affectionne vraiment beaucoup. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont passé la nuit avant leur départ à la maison, et le lendemain, en fait, le jour du départ, mon beau-frère il est très tactile lui, donc il manifeste son affection de cette manière-là, et donc il a voulu me prendre dans ses bras au moment de partir pour me dire au revoir, et donc me serrer très fort, et puis voilà. Donc je sais pas combien de temps ça a duré, mais en fait au moment où il m'a pris dans ses bras, j'ai toléré parce que c'est mon beau-frère et que je l'aime beaucoup et que je sais que lui il en avait besoin. Par contre moi j'ai été complètement crispé en fait, aussi bien que sa copine en fait, elle a vu ma réaction, et elle a dit à tout le monde: ah là là, regardez comment il est crispé et tout. Bon, ça les a fait rigoler. Et en fait, le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais des courbatures partout. Donc c'est vraiment que je me suis tellement contracté que j'ai dû contracter des muscles que je savais même pas que j'avais dans mon corps. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais mal un peu partout, et des suites justement de cette étreinte sympathique, mais très difficile à supporter en réalité. Bonjour, donc je m'appelle Mathieu Beaulieu, j'ai 34 ans, et donc il y a 2 ans, j'ai découvert que j'étais porteur du syndrome d'Asperger, et donc j'ai choisi de participer à ce témoignage via cette chaîne YouTube, parce que c'est une chaîne qui a pour vocation de déstéréotyper tous les clichés qu'on peut avoir sur certaines pathologies, sur certains troubles mentaux. Et donc du coup, ça m'intéresse parce que je suis le premier à être contre les stéréotypes et à en souffrir en quelque part, puisque le syndrome d'Asperger est un trouble autistique. Et donc quand on annonce ça, quand on prononce ce mot qui en fait représente une étiquette aux yeux des gens, et bien viennent avec cette étiquette tout un tas de clichés types. Le cliché type Rayman, le cliché type qui parle 15 langues, le mec qui connaît le dictionnaire par cœur, le mec qui vit tout seul au fond de sa grotte, qui n'est pas capable de travailler en groupe, enfin tout un tas de choses qui sont vraiment des idées préconçues et qui ne sont pas la réalité du syndrome.
Donc c'est ce qui m'a motivé à participer à ce témoignage. Alors les termes autisme et troubles du spectre de l'autisme, moi je qualifie ça de manière très simple et principalement pour le syndrome d'Asperger et dans ma situation parce que j'ai pas le langage universel, je ne peux parler que en ce qui me concerne. Le trouble du spectre de l'autisme qui fait partie de moi, je le qualifie tout simplement de différence invisible, de différence, voilà. Je suis pas trop pour en fait les étiquettes, je suis pas pour mettre les gens dans des cases parce que ça les cloisonne et ça les parque en fait dans quelque chose où on pourrait se dire c'est des personnes qui sont limitées et personne n'est limité, peu importe la façon de penser, peu importe le trouble psychique ou quoi, personne n'est limité, il faut juste voilà se trouver les choses qui nous correspondent et dans lesquelles on va se sentir à l'aise. Je crois d'ailleurs que c'est Einstein qui disait ça, qui disait si vous jugez un poisson à sa capacité à grapper à un arbre, il vivra toute sa vie en pensant qu'il est un imbécile. Voilà, donc ça veut bien dire ce que c'est, ça veut dire qu'il faut prendre les gens avec leurs capacités, leurs qualités et tirer le meilleur d'eux-mêmes, voilà. Et les étiquettes, je ne suis pas pour parce que chacune des étiquettes va amener des clichés. Voilà, quand on dit je suis autiste, paf, on a les clichés qui arrivent. Quand on dit je suis surdoué, on a d'autres clichés qui arrivent. Et ça me dérange beaucoup en fait parce que on est juste des gens qui vivons de manière différente, qui voyons les choses de manière différente, qui avons nos difficultés que d'autres n'ont pas, mais là où nous on va être à l'aise, et ben les autres vont être peut-être moins à l'aise, et là où les autres vont être à l'aise, nous on va avoir plus de difficultés. Donc voilà, c'est juste une façon différente de voir les choses. Voilà. Concernant les origines du syndrome d'Asperger, il y a vraisemblablement un facteur héréditaire en fait qui est présent. Parce que moi déjà, si je prends ma propre histoire et que je regarde dans mon entourage, j'identifie facilement des personnes qui seraient porteuses du syndrome. Si je prends mes parents, bah, je sais lequel des deux va être susceptible d'être porteur du syndrome, avec de fortes suspicions. Ou c'est même presque plus des suspicions quoi. Et donc il y a voilà, je sais que la personne qui m'a diagnostiqué m'a dit ça, elle m'a dit il y en a forcément d'autres dans votre famille, donc il y a un facteur héréditaire. Et après je tiens à repréciser aussi que le syndrome d'Asperger est un trouble autistique. On ne devient pas Asperger parce qu'on le veut ou parce que c'est un effet de mode ou quoi que ce soit comme certains peuvent le penser, parce qu'on lit beaucoup de choses là-dessus. On est depuis l'enfance Asperger, parce que en fait c'est un câblage, moi je dis ça en fait, je qualifie ça comme ça, c'est un câblage du cerveau, c'est d'un point de vue neurologique, c'est des connexions qui se font de manière différente ou qui ne se font pas, et c'est simplement ça, voilà, c'est pas une maladie, donc on ne tombe pas malade du syndrome d'Asperger, et on n'en guérit pas non plus. On apprend à vivre avec, tout au long de notre vie, on évolue, on apprend à combler nos faiblesses pour essayer d'y pallier le plus possible. Parfois on n'y arrive pas, parfois on va passer peut-être toute notre vie à essayer d'arranger nos faiblesses et puis on va pas forcément y arriver. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut se morfondre et qu'il faut se renfermer sur soi-même et puis se dire ah là moi je suis Asperger et puis c'est tout et puis j'en veux à la terre entière, enfin du tout. Le but c'est aussi de se dire bah, j'ai pris conscience de mes différences, et c'est là où pour moi l'étiquette elle est importante. Quand on se cherche, quand on sait qu'on est différent et qu'on cherche sa place dans la société et qu'on comprend pas pourquoi on est différent, eh bien on a besoin à un moment donné de trouver des réponses. Et moi du coup, juste pour l'anecdote, depuis tout petit effectivement je me disais que j'étais peut-être différent, mais sans non plus en avoir une grande conscience, parce qu'en fait je discutais pas tellement de mes difficultés avec les autres, et donc je me disais que c'était comme ça pour tout le monde. Et le jour où j'ai rencontré ma femme et que j'ai commencé à vivre avec elle, dès les premiers jours, elle s'est aperçue qu'il y avait quelque chose, entre guillemets, qui n'allait pas, quelque chose de différent. Et elle m'a même dit dès les premiers jours, mais
de ce qu'elle constatait de mon fonctionnement, voilà, de par mes habitudes, mes routines, ma façon de faire, etc. Elle me disait, mais tu as un comportement d'autiste. Voilà, alors que je suis sûr qu'elle n'avait jamais vu de personne autiste de sa vie, mais c'était l'image qu'elle avait de moi dès les premiers jours où on a vécu ensemble. Et donc, en quelque sorte, c'est grâce à ma femme que j'ai compris et que j'ai mis un mot sur ma différence, puisque à force de vivre ensemble, on a eu à faire face à certaines difficultés de par mon mode de fonctionnement et ma différence. Et donc, j'ai été amené à rencontrer des personnes spécialisées en troubles du spectre de l'autisme et en haut potentiel intellectuel, et ce qui m'a permis du coup de découvrir que j'étais porteur du syndrome d'Asperger. Et depuis ce jour-là, en fait, et c'est là où l'étiquette, elle a du sens. Elle a du sens pour moi, pour la personne que je suis, parce qu'elle m'a permis de mettre un mot sur mes mots, sur ma différence, sur ma douleur, mes incompréhensions et mon chemin de vie. Et ça permet aussi de se dire en fait qu'on n'est pas tout seul. Et ça, c'est aussi important de savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous, qui ont à peu près les mêmes difficultés. Donc on peut se rapprocher de groupes sur Facebook, c'est pour ça que c'est bien les réseaux sociaux. Je trouve, c'est que ça permet d'échanger, de voir un peu comment les autres ont pu faire face à certaines choses. Voilà, quand des fois on peut avoir un petit coup de mou, on peut discuter un peu avec ces gens-là qui vont théoriquement un peu plus nous comprendre. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. Et il faut aussi, je trouve, ne pas s'enfermer non plus dans ce syndrome en se disant oui, de toute façon, je suis Asperger, etc. Et puis non, le but c'est de mieux vivre, de se trouver soi-même et de quelque part de trouver la paix intérieure et de vivre pour soi dans d'excellentes conditions, du moins le mieux possible, quoi. Pour moi, ce qui est le plus difficile à gérer, donc il y a plusieurs choses. Je vais essayer d'être assez synthétique. Alors, dans mon cas, le plus difficile à gérer, c'est dans un premier lieu, je pense, les imprévus. Donc quelque chose qui n'était pas prévu du coup. Et parce que j'ai besoin, en fait, j'ai un besoin de planification. Au fil de ma journée, en fait, souvent il n'y a pas grand-chose de laisser au hasard. Ou du moins si je laisse quelque chose au hasard, c'est dans mon seuil de tolérance et d'acceptabilité. Et il faut pas trop tirer sur la corde en fait. Par exemple, si là d'un seul coup ma femme elle me dit t'arrêtes de faire la vidéo, il faut qu'on aille au supermarché parce que j'ai besoin de faire des courses, je vais me sentir tout de suite serré, oppressé, angoissé et je vais pas être bien. Et si je vais faire les courses, ça va potentiellement mal se passer. Parce que je vais être très irritable et ça va être compliqué. Donc en fait, il y a ce besoin et ça c'est compliqué pour moi, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour les personnes qui m'entourent finalement, parce qu'il faut savoir gérer ça. Il faut savoir du coup expliquer les choses. Un peu finalement, un peu comme à un enfant, c'est l'explication que je peux donner finalement, c'est de dire voilà dans 3 jours ou demain ou alors demain c'est peut-être un peu court, mais moi j'ai besoin de plusieurs jours à l'avance en tout cas de savoir qu'on va aller dans tel et tel magasin. J'ai même besoin de savoir ce qu'on a besoin d'acheter dans tel et tel magasin, et parce que ça me permet en fait moi de me projeter. J'ai ce besoin de visualisation à l'avance. J'ai besoin de me préparer à l'avance. De me projeter dans les lieux et de savoir à peu près combien de temps je vais y rester. Voilà. Si on dit c'est pour faire les courses du mois par exemple, je sais que je vais y rester longtemps et que du coup je sais que ça va me demander beaucoup de ressources et j'ai un gros besoin de préparation. Après, si on fait plusieurs magasins et qu'on a besoin de 1 ou 2 choses dans chaque petit magasin, je dirais que c'est limite plus supportable parce que j'ai beaucoup moins d'attente, parce que l'attente est aussi quelque chose de très compliqué pour moi. Je suis quelqu'un qui, alors, on va dire globalement, je suis quand même assez patient parce que j'arrive à faire des choses assez minutieuses et à prendre mon temps. Mais j'aime pas attendre, que ce soit dans une file d'attente, dans un magasin, attendre quelque chose, c'est quelque chose qui est très compliqué. Attendre une réponse à une question ou dans le milieu professionnel, attendre une réponse à une proposition, etc. C'est des choses qui sont très difficiles pour moi à vivre et à gérer. Et donc ça peut être très compliqué. Par exemple, le simple fait d'aller à un repas de famille, ça va être quelque chose de compliqué à gérer pour moi aussi.
parce que je sais qu'il va y avoir des gens, je sais qu'il va y avoir des interactions avec les gens, qu'il va falloir que je m'investisse. Alors c'est pas que j'ai pas envie de voir les gens, hein, je suis quelqu'un d'assez ouvert et donc j'aime voir les gens, mais je préfère voir les gens en petit comité, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes, pas plus d'un coup. Et quand c'est des repas à partir on va dire de 6 ou 8, ça commence déjà à devenir compliqué parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et du coup j'ai beaucoup de mal à me concentrer parce que ça m'épuise tout simplement le bruit, le fait de devoir se concentrer et souvent je finis par me mettre dans une espèce de bulle pour me protéger. C'est comme si mon corps déclenchait un fusible de sécurité, il disait stop, là maintenant faut que tu t'isoles parce que sinon tu vas plus pouvoir tenir quoi. Voilà, dans les choses les plus compliquées je pense que c'est à peu près tout. Il y a d'autres choses, mais globalement, c'est vraiment ça, quoi. Il y a la gestion des émotions qui est assez compliquée parfois. Bien que j'ai progressé depuis 2 ans où justement j'ai mis un nom sur ma différence, j'arrive par différentes méthodes, que ce soit méditation, relaxation, j'arrive un peu plus à gérer ces choses-là, mais il y a toujours des moments où faut que ça sorte, quoi, parce qu'il y a un trop-plein. Et ça va me déclencher, quand je dis très compliqué, c'est que ça va me déclencher en fait des problèmes physiques, parce que ça va me donner par exemple mal au ventre et ça va faire un peu comme si j'avais la gastro. Et du coup ça c'est vraiment très compliqué à gérer parce que j'ai déjà été amené à faire des déplacements professionnels ou des voyages en restant dans la France avec ma femme, hein, et pour les repas de famille en fait c'est systématiquement la même chose. C'est que ça me génère un tel stress que mon corps réagit de manière violente et c'est-à-dire que j'ai ce phénomène d'évacuation qui se produit où je dois passer, c'est pas très glamour, mais je dois passer des fois 1 heure, 2 heures aux toilettes avec des grosses crampes au ventre à attendre que mon corps soit purgé parce que c'est le stress qui me provoque ça et donc ça c'est vraiment très compliqué à gérer. Et il y a aussi un autre point qui peut être compliqué à gérer, c'est la gestion émotionnelle. Parce que ça fait 2 ans que je suis diagnostiqué et donc depuis 2 ans je progresse, mais il y a toujours des moments où je n'arrive pas à jauger mon état intérieur et parfois il faut que ça sorte et ça peut se manifester sous forme de crise de colère ou des états où je vais vraiment pas être bien dans mon assiette et où il faut pas du tout me parler et donc là ça peut être un petit peu compliqué à gérer pour moi et aussi pour les personnes qui m'entourent. Alors pour accompagner au mieux une personne qui souffrirait de ces difficultés-là, si je prends mon exemple concernant les imprévus, c'est de les éviter. C'est vrai que il faut quand on vit avec une personne comme moi, il faut planifier. On peut pas aller dans les magasins comme ça, on peut pas faire tout ce qu'on veut de manière aussi spontanée. Donc c'est un peu gênant pour les personnes qui nous accompagnent finalement, mais on a aussi plein de qualités, donc c'est aussi pour ça que les personnes, je pense, elles restent avec nous. Il faut planifier, donc c'est-à-dire que pour aller dans les magasins, ma femme par exemple, elle me prévient plusieurs jours à l'avance, voire 1 semaine à l'avance, et elle m'explique dans quel magasin on va aller et ce qu'on a besoin d'acheter. Est-ce qu'on a besoin de ça, ça et ça? Moi comme ça, je peux me projeter à l'avance. Je peux me visualiser dans les lieux et je peux aussi estimer le temps que je vais rester dans les magasins parce que y a du bruit, parce qu'il y a du monde et en fait tout ça ça va m'épuiser parce que j'ai une hypersensibilité au bruit. Quand je suis au milieu d'une foule, etc., j'ai l'impression d'être un peu d'avoir la tête flottante, c'est-à-dire que j'ai l'impression de flotter un peu en dehors de ce qui se passe dans le monde réel. Je suis là sans être là réellement. Et en fait, toutes ces sorties, ça m'épuise vraiment, ça me coûte en énergie. Et donc, j'ai besoin de me préparer pour, comme un sportif finalement. C'est un peu comme un sportif effectivement qui va se préparer pour le Tour de France ou pour une compétition. Et il va se préparer à l'avance pour justement se roder, etc. Et moi, c'est la même chose. J'ai besoin mentalement de me projeter dans les lieux, de me visualiser pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible le jour de la sortie. Et si par contre le jour de la sortie on avait prévu de faire 3 magasins et que ma femme entre les 3 elle a décidé d'en intercaler un qui n'était pas forcément prévu,
Par le passé, quand j'étais dans l'ignorance de mon syndrome, ça se passait vraiment mal. Aujourd'hui, on a trouvé des petites astuces, c'est-à-dire que en fonction de mon état, si je m'en sens capable, si je m'en sens l'énergie, eh bien, je vais l'accompagner. Et si je m'en sens pas capable, je vais soit aller l'attendre dans la voiture, soit aller moi dans un magasin que j'aime bien, par exemple une boutique de jeux vidéo, parce que j'aime bien les jeux vidéo. Parce que ça va me permettre de me raccrocher à des choses que j'aime et qui me réconfortent quelque part. Mais par contre, voilà, il faut arrêter de vouloir me forcer en quelque sorte à faire des choses qui n'étaient pas nécessairement prévues. Et donc du coup, il faut aussi que la personne qui m'accompagne soit très tolérante. Et ce qui est le cas, j'ai vraiment beaucoup de chance d'être tombé sur une personne aussi tolérante que ma femme. Et donc, on va dire que depuis 2 ans que j'ai mis un nom sur ma différence, ça se passe quand même relativement mieux. Et j'arrive quand même à sortir un peu plus souvent et ça se passe relativement bien maintenant quand on sort dans les magasins. Et je pense que c'est lié aussi à la méditation, à la relaxation que je peux pratiquer. Ça permet vraiment de se recentrer sur soi et d'apprendre à décompresser, quoi. Après, concernant les repas de famille, etc., concernant le phénomène d'évacuation que j'ai toujours pas réussi à trouver de solution malgré la méditation, etc., que je peux pratiquer. Je n'arrive pas à endiguer le phénomène, donc c'est-à-dire que si j'ai des gens qui viennent passer le week-end à la maison, je vais avoir mal au ventre et puis je vais être malade avant qu'ils arrivent, ou si on doit partir à un repas de famille le matin même, je vais être malade. Et c'est très compliqué à gérer et j'ai toujours pas trouvé de solution. Voilà. Donc pour ça, je suis toujours en quête d'une solution miracle. Si quelqu'un en a une, je suis preneur. Mais pour l'instant, j'ai bon espoir de trouver au fil des années, mais là, je cherche toujours. Parce que c'est vrai que ce phénomène d'évacuation, il est finalement ancré en moi. J'en ai parlé avec des psychologues qui m'ont suivi, avec des psychiatres, et ils me disent en fait que je suis sur la bonne voie, que les exercices de relaxation sont très importants, mais qu'en fait, ça fait 32 ans, j'ai vécu 32 ans dans ce schéma-là. Et le corps, il est habitué à répondre de cette manière-là, et ça risque d'être assez long du coup pour y remédier. Mais eux, ils me disent que je suis sur la bonne voie et qu'il faut que je persévère et que ça va finir par porter ses fruits. Donc on verra bien dans le temps si ça finit par fonctionner. Et donc le troisième point, concernant la gestion des émotions et les crises émotionnelles, les crises de colère, etc. Comment aider une personne au mieux? Je pense que de toute façon, enfin c'est même pas je pense, c'est que c'est sûr, c'est quand la personne, du moins dans mon cas, quand je suis en crise de colère, parce que j'avais prévu de faire quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, ça peut des fois me faire péter un câble et me mettre hors de moi. Je peux être assez virulent dans mes propos, je peux sortir des mots que je savais même pas que je connaissais en termes de grossièreté, etc. En fait, là, pour les personnes qui accompagnent, ça sert à rien de raisonner la personne pendant qu'elle est en crise. Là, je pense que c'est un peu comme un enfant qui fait une crise. Il faut le laisser passer, il faut qu'il laisse évacuer tout ce qu'il a évacué. Et par contre, une fois que la crise est passée, plusieurs minutes après, une fois que j'ai retrouvé mes esprits, ma femme, qui est très psychologue, elle n'est pas psychologue de métier, mais elle est très psychologue dans sa méthode, elle revient en me disant, voilà, est-ce que tu trouves que ce comportement était adapté à la situation? Pourquoi tu as réagi comme ça? Et en fait, elle m'amène à réfléchir sur mon comportement. Et ça aussi, ça permet de travailler sur moi et de me dire, oui, j'ai surréagi effectivement par rapport à ce qui s'est passé. Mais il fallait que ça sorte de toute façon, mais ça permet de me rendre compte que c'était pas forcément adapté, qu'il aurait peut-être fallu que j'extériorise un petit peu avant, que je prenne conscience de mon état un petit peu avant pour pouvoir en discuter et éviter d'attendre et que ça explose finalement, quoi. Donc pour moi, c'est la meilleure façon d'aider par rapport aux crises émotionnelles, c'est vraiment le dialogue et de discuter à tête reposée et au calme. Et bien souvent d'ailleurs, quand on en discute, on peut en rigoler parce que des fois je peux avoir des crises de colère où je vais mettre des coups de pied dans des cailloux où je vais faire des choses tellement c'est limite c'est pas surjoué, mais c'est quelqu'un qui voit ça sur le coup, ça peut le choquer, mais ma femme aujourd'hui quand on en rediscute à tête reposée, ça peut la faire rigoler, quoi, parce qu'elle me dit non mais t'as vu ce que t'as été faire, enfin, et du coup on en rigole parce que même moi je me dis oui c'est vrai que j'ai un petit peu abusé quand même, mais voilà, ça fait partie des choses qui vont avec le syndrome et qui ne peuvent que s'améliorer avec le temps.
Alors non, je pense que je peux le dire de manière assez catégorique, on ne peut pas guérir de ces problèmes-là, de ces difficultés-là, parce que le syndrome d'Asperger, je le redis, ça n'est pas une maladie, c'est un trouble neurologique, c'est une différence, et donc il n'y a pas de remède. Le seul remède, c'est le travail sur soi. Voilà, il faut travailler encore et encore. Il faut, je pense, être bien entouré, parce que si on n'est pas entouré des bonnes personnes, on n'évoluera pas, je pense, dans le bon sens. Il faut vraiment, il faut réussir à trouver et à bien s'encadrer des personnes qui vont être à l'écoute et qui vont faire en sorte que vous vous sentiez le mieux possible et qui vont, elles, vous accepter et vous permettre à vous de vous accepter tel que vous êtes. Alors, quel regard social porte-t-on là-dessus? C'est une question, je trouve, qui est intéressante, puisque quand on discute avec les gens et qu'on explique ou qu'on tente d'expliquer le syndrome d'Asperger, il y a ceux qui connaissent pas et du coup, quand on explique que c'est un trouble du spectre de l'autisme, ils entendent autisme et ils se rattachent à tous les clichés types qu'on peut véhiculer autour de l'autisme. Le cliché type Rainman, le mec qui parle 15 langues, le mec qui connaît le dictionnaire par cœur. Donc tout ça c'est bien, mais c'est pas la réalité non plus du terrain. Et je trouve que là-dessus les médias sont assez, sont assez maladroits, mais bon ça peut aussi se comprendre puisque les médias ils ont besoin aussi de vendre leurs produits. Et donc il faut que ça percute, il faut que ce soit spectaculaire. Donc on prend les extrêmes. Et quand on prend les extrêmes, je trouve qu'on ancre dans la tête des gens qui connaissent pas très bien le syndrome. On ancre des choses qui ne sont pas la réalité et qui peuvent stigmatiser en fait tout le reste de la communauté. Voilà, moi pour fréquenter des groupes de personnes qui touchent au niveau du syndrome d'Asperger, je peux vous dire que la réalité du terrain, c'est pas ce qu'on voit dans les médias. Et les médias ne parlent pas assez de la souffrance réelle du quotidien de ce syndrome-là, puisque on a tous en fait, qu'on soit d'ailleurs Asperger ou pas, on a des qualités, on a des points forts et des points faibles, et en fait, on a en tant qu'Asperger des centres d'intérêt restreints qu'on appelle entre guillemets. Donc c'est-à-dire qu'on va se prendre de passion pour quelque chose et on va s'investir dans cette passion-là, parfois jusqu'à l'épuisement. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de m'écrouler, de rester plusieurs jours au lit, à plus pouvoir me lever, plus pouvoir manger, parce que je m'étais trop donné dans un loisir. Et donc ça, effectivement, les médias parlent beaucoup de ces qualités-là, mais on ne parle pas assez de la souffrance que ça peut engendrer derrière, et ça, je trouve que c'est vraiment une maladresse, finalement. Donc il y a cette première population de personnes qui vont se raccrocher à tous ces clichés-là, et il y a la deuxième population qui risque de prendre peur. Voilà, c'est-à-dire qui vont vraiment avoir peur de ce trouble, et qui vont du coup nous mettre dans une case et nous parquer là-dedans en essayant de nous préserver finalement, et c'est plutôt maladroit. Par exemple, dans mon milieu professionnel, j'ai eu certaines difficultés. Il y a quelques années, depuis que je suis dans l'entreprise, on m'a souvent changé, alors souvent c'est tous les 1 an et demi, voire 2 ans, changé d'emplacement géographique. Donc je devais changer de bureau, réapprendre à connaître les gens aux alentours, etc. Et donc tout ça, ça cassait mon besoin de routine et ça me perturbait énormément. À chaque fois qu'on m'a changé de bureau, je tombais dans un état dépressif et je le vivais vraiment très très mal. Et donc du coup, quand j'ai découvert mon syndrome, il était encore question de me changer de bureau. Et donc là, j'ai fait valoir mon droit de veto, ou du moins j'aurais expliqué que j'étais porteur du syndrome d'Asperger. On a fait intervenir une psychologue spécialisée pour qu'elle explique à tous mes collaborateurs, à la direction, etc., qu'est-ce que c'était que cette différence-là et qu'est-ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et voilà. Et donc là, du coup, on retrouve vraiment ces deux parties-là. Il y a ceux qui ont compris avec quelques clichés, et il y a ceux qui ont pris peur. Et les gens prennent peur. Pourquoi? Parce que la différence fait peur, en fait. La différence fait peur aux gens parce que ils vont pas savoir réellement comment nous aider, comment nous accompagner. Et donc, du coup, ils vont essayer de nous surprotéger. Moi, ça a été mon cas. J'ai vraiment été surprotégé. Et au final, ça a fini par avoir l'effet inverse de l'intention qu'ils avaient au départ, puisque cette situation a fini par me nuire plus qu'elle ne m'a apporté. Et j'entends bien que l'intention était bonne à la base, mais finalement, ça n'a pas aidé, cette surprotection-là.
Alors si j'avais un message à faire passer aux gens concernant le syndrome d'Asperger, ce serait déjà oublier tous les clichés, la peur évite pas le danger et arrêter de comparer aussi parce que chaque personne est différente, qu'on soit neuroatypique ou atypique, chaque personne est différente. Vous prenez deux Asperger, ils vont être totalement différents. Il va y avoir certaines similitudes, c'est obligatoire, mais on ne peut pas comparer. Voilà, moi je sais que j'ai des personnes dans mon entourage qui m'ont dit ah ouais, toi t'es Asperger, mais bon, c'est minime quand même, hein. Ou alors d'autres qui ont pu me dire ah oui, moi j'ai un copain, il a un fils qui est Asperger, mais lui par contre, lui ça se voit vraiment qu'il a quelque chose, hein. Voilà, sous-entendu, toi t'as presque rien quoi par rapport à lui. Ok, mais vous dites ça, c'est bien, mais vous n'êtes pas dans mon corps, vous vivez pas les choses, vous savez pas ce que je ressens. Et c'est vraiment la difficulté de ce syndrome-là, c'est que les gens peuvent ne pas comprendre parce que tout est à l'intérieur. Il y a certaines choses, je peux avoir des tics, je peux avoir certaines, voilà, des fois je peux avoir des mimiques, souvent je cligne des yeux un peu nerveusement, etc. Donc ça peut se percevoir, mais sans comprendre que c'est de l'autisme ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est là aussi où les médias ou les articles qui essayent d'expliquer le syndrome sont un peu trop, c'est un peu trop radical ce qui est expliqué. Voilà, j'ai vu un article récemment, ça m'a mis hors de moi. C'était le syndrome d'Asperger expliqué en 10 points, et en fait c'était 10 clichés. Et en fait ils ne modéraient pas leurs propos, c'est-à-dire qu'ils étaient affirmatifs. Par exemple, aucune empathie. Donc il y avait un point, c'était aucune empathie. Et derrière il y a un paragraphe comme ça qui disent que on n'a aucune empathie, qu'on ne peut, voilà, enfin non, c'est faux. Et d'ailleurs, la plupart des Asperger sont hypersensibles. Et donc, si on est hypersensible, c'est qu'on va être capable de percevoir les émotions des autres. Ça, c'est mon cas, c'est-à-dire que j'ai déjà du mal à gérer mes propres émotions, mais si je croise quelqu'un qui a des émotions, je vais en fait le ressentir et ça va se mélanger avec les miennes sans forcément que je comprenne que je suis en train de me faire polluer et ça va jouer sur mon état personnel. Et donc, il faut réussir, et donc j'y arrive petit à petit, il faut réussir à capter tous ces signaux-là. Et je pense aujourd'hui que je suis bien plus empathique que la plupart des neurotypiques. Parce que j'ai développé cette qualité-là, je suis beaucoup plus attentif. On dit, il disait dans l'article aussi, incapable de décoder les expressions du visage, ou voilà. Effectivement, on a des difficultés, mais on n'est pas arriéré non plus. Donc on a quand même, arrivé à 34 ans, on a quand même une certaine expérience sociale, et on a enrichi notre propre base de données. Moi, j'aime bien parler de base de données parce que j'adore l'informatique. C'est-à-dire que à telle situation, telle mimique. Voilà, donc petit à petit, on arrive quand même à se constituer un dossier qui nous permet de décrypter. Donc on n'est pas toujours sûr, donc c'est là où les personnes de notre entourage vont jouer un rôle, c'est-à-dire qu'on peut réexpliquer ce qui s'est passé, le contexte. Et la personne, ma femme par exemple, va me dire, bah oui, la personne elle a peut-être eu cette intention-là, etc. Ou voilà, ou peut-être que cette fille-là elle faisait des avances et puis moi j'ai rien vu du tout. Enfin voilà, donc ça permet vraiment de... Mais globalement, on arrive quand même à décoder les choses. Et moi, je sais que quand il y a des gens qui viennent me parler de leurs difficultés, de leurs problèmes ou quoi que ce soit, j'arrive à trouver les mots justes pour essayer de les réconforter sans être trop maladroit non plus. Donc il faut arrêter les clichés, il faut arrêter de boire tout ce qu'on met dans les médias. Et autre chose qui est très contrariant du coup avec tous ces clichés-là qui sont véhiculés par les articles et les médias, c'est que des personnes de votre entourage, quand vous leur annoncez votre syndrome, ils vont se renseigner, ils vont aller sur internet, etc. Et puis là, après, ils vont vous voir, ils vont dire « Ouais, mais moi, je te reconnais pas du tout dans ce que j'ai vu. Hein. » Bah oui, tu me reconnais pas du tout parce que jusqu'à aujourd'hui, quand je suis en groupe, quand je suis en société, je mets en quelque sorte un masque parce qu'il faut que je me fasse violence pour quelque part m'intégrer un minimum, parce que je ne peux pas m'enfermer sur moi-même, parce que si je fais ça, j'ai plus de femme, je vois plus mes parents, je reste enfermé avec mon ordinateur et ma console de jeu et je vis que sur moi-même. Et pour moi, la vie, c'est pas ça. La vie, il faut aussi partager avec les autres, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller vers les autres, d'échanger et de partager, et voilà, de chaque expérience en fait est profitable et est intéressante à vivre. Voilà. Alors je pense que oui, il faut continuer d'en parler parce que on n'en parle pas assez. Très peu de gens sont au courant. Moi, quand j'en ai parlé à mes proches, alors pour l'info et pour faire la petite promo, je viens récemment
publié un livre, donc un récit autobiographique, donc sur le syndrome d'Asperger. Donc ça s'appelle C'est l'histoire d'un Asperger. Donc j'ai repris la phrase de Coluche, c'est l'histoire d'un mec, et je l'ai rayé pour mettre Asperger. Parce que quand j'ai commencé mon livre, la première phrase qui m'est venue, c'était le sketch de Coluche qui disait c'est l'histoire d'un mec, un mec normal, hein, je veux dire. Et du coup, donc j'ai mis ça au début de mon livre et j'ai dit pourquoi pas le reprendre au niveau du titre et barrer mec pour mettre Asperger à la place. Et donc du coup, quand j'ai publié le livre, il y a beaucoup de mes proches qui n'étaient pas au courant parce que j'avais pas eu le bon moment, j'avais pas eu l'occasion ni même le besoin peut-être d'en parler. Et du coup, ils ont découvert le syndrome et ils ne connaissaient pas. Quand certains ont vu le titre du livre, ils ont cru que c'était asperger. Donc ils ont dit tiens, il s'est fait asperger, c'est bizarre, c'est quoi cette histoire? C'est un peu utopique comme truc, quoi. Et donc il faut continuer d'en parler, mais je pense qu'il faut en parler de cette manière-là, comme on est en train de le faire en ce moment, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les stéréotypes, il faut arrêter les clichés, il faut arrêter de stigmatiser toute la collectivité avec des choses qui ne sont pas représentatives et universelles. Voilà. Et j'ai bien conscience que ce témoignage-là, il ne sera pas universel et que certaines personnes qui sont porteuses du syndrome ne vont pas se reconnaître dans ce que j'exprime et ne vont pas être d'accord avec moi, j'en ai parfaitement conscience. Mais en tout cas, j'essaye de véhiculer le moins de clichés possible. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut communiquer. Et il faut communiquer voilà, en toute simplicité et arrêter de vouloir faire du spectaculaire à tous les coups, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Si je devais dire quelque chose, déjà c'est cette différence-là. Donc je vais pas parler de l'autisme au sens large, je vais vraiment parler du syndrome d'Asperger. C'est que on est en quelque sorte. Alors moi j'ai employé cette expression de nombreuses fois en entreprise. Et on m'a dit tu peux pas parler comme ça parce que ça fait peur aux gens, ça fait peur à la direction et aux managers. Mais j'ai souvent dit moi, je suis une machine. Donc, c'est-à-dire que, parce qu'à une époque, j'avais une idée en tête, j'avais un projet et je l'ai défendu de corps et âme. J'ai donné toute mon énergie dans ce projet-là et j'essayais de convaincre parce que du coup, c'était après la présentation faite par la psychologue et donc j'étais déjà victime des clichés qui étaient en lien avec l'autisme. Et moi, j'ai dit, mais moi, j'ai décidé que je le ferai et je vais le faire parce que je suis une machine, quoi. Quand je suis lancé sur un truc, il n'y a rien qui va pouvoir m'arrêter. Je vais persévérer jusqu'à ce que j'y arrive. Et donc ça, je pense que c'est un enseignement qui pourrait être intéressant à en tirer, c'est d'avoir en mémoire que on est des personnes avec des capacités qui nous sont propres et qu'on est capable de faire de grandes choses. Par exemple, moi, quand j'étais adolescent, j'étais passionné par la musique. Je jouais beaucoup de guitare classique. J'étais au conservatoire, etc. Je chantais un petit peu parce que dans les repas de famille, mes parents me demandaient d'emmener ma guitare pour chanter et tout ça. Donc, je chantais. Et j'ai une cousine qui chantait vraiment bien aussi. Et donc, on a chanté tous les deux et on a été amenés à faire des concerts. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que certaines personnes ne pourraient pas concevoir compte tenu des clichés en lien avec l'autisme. Bah si, j'ai déjà fait des concerts. J'ai déjà chanté devant une salle de 300 personnes. Alors oui, j'avais peur, mais ça se prépare au même titre que les sorties. J'avais besoin de me préparer à l'avance, et donc ça, c'est quelque chose aussi qui permet parce qu'il y a beaucoup de personnes non autistes qui ne seraient pas capables de faire ça. Et pourquoi moi j'ai été capable de le faire? Parce que je l'ai décidé. Voilà. Et quand j'ai décidé quelque chose, je vais au bout des choses. Et humainement parlant, sur le plan personnel. Au lycée, il y avait une personne qui avait attiré mon attention parce que elle était sourde en fait, et du coup moi j'ai été tout de suite intrigué par cette personne-là et je me suis senti attiré par elle sans explication en fait, et naturellement j'ai été vers elle avec un bout de papier et un crayon pour discuter, et ça a été finalement le début d'une grande amitié qui dure encore aujourd'hui, et cette rencontre-là, elle m'a permis aussi de me rendre compte que sa difficulté à elle, sa surdité finalement, rejoignait quelque part mes difficultés à moi, puisque si elle ne faisait pas l'effort d'aller vers les gens n'allaient pas vers elle. Et en fait, moi, c'était un petit peu la même chose au travers de mon histoire. Donc ça, je trouve que sur le plan humain, c'est intéressant aussi de se dire que des personnes avec des difficultés ou des particularités différentes peuvent se retrouver sur des points communs
et s'apprécier et voilà. Et donc moi je sais que ça a été vraiment une expérience humaine riche et super intéressante de rencontrer cette personne-là, puisque elle m'a permis d'apprendre la langue des signes, etc. Et je suis vraiment très content d'avoir fait ça. Et elle-même me disait, elle disait à l'époque, les gens disent que les sourds sont handicapés, mais elle dit moi je me sens pas handicapé. Elle dit moi j'ai toujours été comme ça. Elle dit pour moi c'est les autres qui sont handicapés. Et là, je trouve qu'elle a vraiment pas tort. Et aujourd'hui, depuis que j'ai mis un an sur ma différence, je comprends vraiment mieux. Déjà, je comprends pourquoi j'ai été vers elle, parce que je me suis reconnu en elle. Et je comprends mieux ce message qu'elle me disait à l'époque, parce que quand j'analyse mon histoire, eh bien, c'est exactement ce que je ressens. Et le mot de la fin, ce serait tout simplement de dire que dans la majeure partie des cas, moi, je trouve qu'une personne est placée en situation de handicap par l'environnement qui l'entoure. Voilà, donc c'est-à-dire que si je me projette par exemple en société, eh bien je vais me sentir handicapé de par les gens qui m'entourent. Mais si par contre je suis tout seul chez moi avec ma femme, ou si je suis avec d'autres personnes qui vont me comprendre, je vais pas du tout me sentir, je vais me sentir à l'aise, je vais pas du tout me sentir en difficulté et pas handicapé. Et donc ça c'est quelque chose d'important, c'est que c'est le regard des gens qui nous place aussi quelque part en situation de handicap. Donc le mot de la fin, pour en revenir à mon livre, c'est un livre autobiographique qui raconte mon histoire de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, ma vie d'adulte. Donc enfance, adolescence, travail, vie de couple. Je traite vraiment un peu toute mon évolution avec des anecdotes de famille, des anecdotes personnelles, les premières amourettes que j'ai pu avoir, avec comment ça s'est passé, etc. Et la vie professionnelle, bien sûr, qui joue un gros rôle aussi dans ces diagnostics tardifs qu'on a, puisque le milieu professionnel révèle beaucoup d'Asperger. Ça aussi, c'est une réalité, parce que le monde dans l'entreprise, c'est pas du tout le monde des bisounours, et ça nous amène quelque part à faire ressortir ce côté naturel qui est en nous, et à accentuer le décalage qu'on peut avoir dans une société. Et donc j'ai choisi de faire ce livre pour aider les gens, parce que je suis convaincu que mon histoire peut aider les gens, parce que il y en a plein qui sont dans ma situation, il y en a plein qui s'ignorent. Ça peut aider aussi les parents d'enfants qui portent le syndrome, qui voudraient voir un peu comment j'ai pu évoluer, etc. Enfin, j'ai déjà eu plusieurs retours positifs, et ça a l'air de vraiment aider les gens. Donc si vous êtes curieux, si vous vous intéressez au syndrome, je vous conseille le livre, qui est assez humoristique apparemment, d'après les premiers retours qu'on m'a dit. Donc j'ai des talents humoristiques, oui, c'est un talent caché que j'ai pu développer peut-être. Et donc il y a plein de choses dans le livre, il y a quelques photos, il y a des liens en fait avec des QR codes aussi, qui vous amèneront vers du contenu extérieur. Donc ça peut être vers des chansons que j'ai pu composer, vers des articles de presse, vers des interviews, etc. Donc, si vous souhaitez acheter le livre, il est en vente libre sur Amazon, en format numérique ou en format broché. Je peux également, parce qu'il y a des personnes qui sont anti-Amazon, donc il faut respecter les choix de chacun. Je peux également poster le livre en version brochée et par la poste. Par contre, il faut me contacter du coup via ma page Facebook du livre qui s'appelle C'est l'histoire d'un Asperger. Et à ce moment-là, on discute ensemble pour voir, je vous ferai une petite dédicace en plus, c'est l'occasion de vous écrire un petit mot, et moyennant les frais de port en contrepartie, bien évidemment. Voilà, j'espère que ce témoignage aura pu vous être utile, et je vous dis à bientôt. Au revoir.